Un an après le décès de mes grands-parents, je pensais qu'un retour dans leur maison m'apporterait enfin la paix. Je me disais que ce n'était que des formalités administratives, que des souvenirs, juste un dernier regard avant de tourner la page. J'y suis allé en voiture, la voix de ma grand-mère résonnant dans ma tête, quand mon téléphone a sonné. J'ai failli l'ignorer. La voix à l'autre bout du fil ne pleurait pas. C'était pire. Calme, tendu, maîtrisé. « Émilie, tu dois venir tout de suite », a dit l'homme. « Ce que nous avons trouvé change tout. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il n'a pas répondu. Je me suis arrêté sur le bas-côté, les mains tremblantes, et j'ai dû raccrocher. J'avais la poitrine lourde, comme si mon corps savait déjà quelque chose que mon esprit n'était pas prêt à entendre. Quand je suis enfin arrivé à la maison, l'atmosphère était différente. La porte était ouverte. Des gens attendaient. Et quand j'ai franchi le seuil, mon cœur a failli s'arrêter, car ce qu'ils avaient trouvé ne concernait pas seulement mes grands-parents. Cela concernait ma famille. La maison se dressait exactement au même endroit, nichée derrière une rangée de vieux érables, silencieuse d'une manière presque voulue. La maison de mes grands-parents n'avait jamais été grandiose, mais elle m'avait toujours paru solide, rassurante, comme si rien de mal ne pouvait s'y produire. Je me suis garé et suis resté assis un instant, à contempler le porche. La peinture s'écaillait. Une marche s'enfonçait légèrement au milieu. Je me suis souvenu que chaque été, mon grand-père promettait de la réparer le week-end suivant. Il ne l'a jamais fait. Et d'une certaine façon, cela la rendait plus réelle. Je n'y étais pas retourné depuis les funérailles, après leur décès. D'abord mon grand-père, puis ma grand-mère. 6 mois plus tard, tout le monde disait la même chose. Ils avaient vécu pleinement. Au moins, ils étaient de nouveau réunis. Le temps apaise la douleur. Ce que personne ne disait, c'était combien il était étrange de revenir dans un lieu autrefois empli de rire, sachant que ceux qui les avaient créés n'étaient plus là. En sortant de la voiture, l'odeur m'a immédiatement saisi. Du vieux bois, des feuilles humides, le léger parfum de lavande que ma grand-mère conservait dans de petits sachets en tissu un peu partout dans la maison. J'ai dégluti difficilement, soudain consciente de la sensation d'oppression dans ma gorge. Enfant, cette maison était mon refuge. Chaque été, mes parents nous y déposaient, ma sœur Lily et moi, pour des semaines entières. Pas d'horaire fixe, pas de pression, juste de longs après-midi, ma grand-mère fredonnant dans la cuisine, mon grand-père lisant dans son fauteuil, faisant semblant de ne pas nous regarder tout en nous observant discrètement. Il disait toujours « Tant que vous êtes sous ce toit, vous êtes en sécurité ». Je le croyais. À l'intérieur, la maison semblait figée dans le temps. Les meubles n'avaient pas bougé. L'horloge au-dessus de la cheminée était toujours réglée sur 217, l'heure à laquelle personne n'avait pris la peine de la remettre à l'heure après la panne de courant de l'hiver dernier. Une fine couche de poussière recouvrait tout, adoucissant les contours de la pièce comme un filtre sur une vieille photo. C'est alors que j'ai compris que je n'étais pas seul. Un homme se tenait près du couloir, un dossier contre la poitrine. Il leva brusquement les yeux en me voyant, comme s'il m'attendait. « Émilie » dit-il en hochant la tête. « Je m'appelle Marc. J'ai été engagé pour inspecter la propriété. » C'était donc cette voix que j'avais entendue au téléphone. Derrière lui, 2 autres personnes se tenaient silencieuses, l'une près de la porte de derrière, l'autre à mi-chemin des escaliers. Elles avaient toutes la même expression, mal à l'aise, sur leur garde, comme si elles savaient quelque chose sans savoir comment l'exprimer. J'essayais de sourire, mais cela ne me semblait pas naturel. « Vous avez dit avoir trouvé quelque chose, » dis-je. « Quelque chose d'urgent. »« Mark Hazada. »« Je crois qu'il vaut mieux que je vous le montre, » répondit-il. C'était la première fois que je sentais à nouveau mon cœur se serrer. En parcourant la maison, les souvenirs me suivaient d'une pièce à l'autre. La griffure sur le mur où Lily et moi avions un jour essayé de mesurer notre taille avec un crayon. Le tapis délavé que ma grand-mère refusait de remettre en place, car c'était un cadeau de mariage. Le petit bureau dans le coin où elle triait des papiers tard le soir. Ma grand-mère avait toujours été organisée, méticuleuse, méthodique. Elle avait confiance dans les règles. Elle avait confiance dans les systèmes, et surtout, elle avait confiance en sa famille. Cette pensée persista lorsque Marc s'arrêta devant une porte fermée, près du fond de la maison. Je fronçai les sourcils. « La porte n'a jamais été verrouillée, » dis-je doucement. Marc échangea un regard avec les autres. « Ça suffit, » dit-il. Quelque chose dans ces mots me fit frissonner. Je repensai soudain à mes parents, à leur empressement à tout gérer après les funérailles, à la rapidité avec laquelle ils nous avaient dit, à Lily et moi, de ne pas nous inquiéter pour la succession, les papiers, les détails. On s'en occupe. Vous en avez déjà assez bavé. À l'époque, j'avais été reconnaissante. Maintenant, plantée là, à fixer la porte, je n'en étais plus si sûre. Marc attrapa la poignée, puis s'arrêta. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » dit-il prudemment.
Ce que nous avons trouvé ne concerne pas seulement la maison. Je le regardai. Qu'est-ce que cela concerne? Il soutint mon regard, la voix basse. Ta famille. Et à cet instant, je compris que ce qui se trouvait derrière la porte n'était pas une simple découverte. C'était le début de quelque chose qui allait me forcer à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur ceux qui m'avaient élevé. Marc ouvrit la porte lentement, comme s'il craignait ce qui pourrait arriver s'il allait trop vite. La pièce n'était pas grande. C'était l'ancien débarras de mes grands-parents, des cartons d'albums photos, des décorations de Noël et des choses qu'on ne jette jamais vraiment. Mais maintenant, ça ne ressemblait plus du tout à un débarras. Les étagères étaient vides. Les tiroirs avaient disparu. À la place, il y avait une table étroite contre le mur, une lampe portative fixée au bord et une petite pile de dossiers disposés avec une précision méticuleuse. Tout était trop propre, trop calculé. Ce n'était pas comme ça. Avant, dis-je. Surtout pour moi. Mark acquiesça. On l'a trouvé hier en fouillant les pièces du fond. Quelqu'un avait installé une nouvelle serrure. Pas récemment, mais pas il y a des années non plus. Je suis entré, mes pas résonnant doucement sur le sol. L'air était lourd, comme si la pièce n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Mon regard a été immédiatement attiré par les dossiers. Ils étaient marqués de dates, de numéros de compte, de noms. J'en ai reconnu certains, des voisins que mes grands-parents connaissaient depuis des années. Des gens qui passaient avec des tartes ou qui s'arrêtaient pour bavarder sur le perron. D'autres ne me disaient absolument rien. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Marc a hésité de nouveau, et cette hésitation commençait à m'effrayer plus que n'importe quelle réponse. On n'en est pas tout à fait sûr, a-t-il dit. Mais d'après ce qu'on a vu jusqu'ici, ce ne sont pas des documents personnels. Ce sont des documents financiers. J'ai eu la nausée. Ma grand-mère s'occupait de paperasse pour ses amis, les aidant parfois à comprendre les formulaires, leur expliquant les choses clairement. Elle était très méticuleuse, presque obsessionnelle. Elle disait toujours, si ce n'est pas correctement documenté, ça n'existe pas. J'ai pris un des dossiers, puis je me suis arrêté. Je peux regarder ça? Ai-je demandé. Vous êtes propriétaire? Répondit Mark. Légalement, oui. Mais je pense que vous devriez vous préparer. Me préparer à quoi? J'ai ouvert le premier dossier. À l'intérieur, il y avait des photocopies de relevés bancaires, des lettres adressées à des personnes dont je me souvenais à peine, et des notes manuscrites de l'écriture soignée et familière de ma grand-mère. Mais quelque chose clochait. De petites incohérences, des chiffres qui ne correspondaient pas, des virements incohérents. Et puis j'ai vu un nom qui m'a fait serrer les poings. Lily Carter. Le nom de ma sœur était écrit en marge d'une page, souligné 2 fois. J'ai tourné la page pour passer au document suivant. Son nom apparaissait encore. Pourquoi le nom de ma sœur est-il sur ça? Ai-je demandé, la voix plus sèche. Marc a regardé par-dessus mon épaule. C'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons appelé. J'ai soudain eu le vertige. Lily n'avait jamais été mêlée à une affaire pareille. Elle peinait à joindre les deux bouts. Professeur le jour, bénévole la nuit, elle s'en sortait tout juste. Elle détestait la paperasse, les banques, tout ce qui touchait à l'argent. Il doit y avoir une erreur, dis-je rapidement. Elle ne ferait pas ça, elle ne pourrait pas. On ne pense pas qu'elle ait fait quoi que ce soit, m'interrompit gentiment Marc. Mais son nom figure sur plusieurs documents. Comme référence, parfois comme contact, et dans certains cas comme autorisation. Ce mot me frappa de plein fouet. Authorization. Je refermai le dossier, les mains tremblantes. Non, murmurai-je. Ça n'a aucun sens. C'est alors qu'un autre détail me revint en mémoire. Quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Une conversation que Lily et moi avions eue tard un soir après son divorce. Elle m'avait parlé de lettres étranges reçues de banques inconnues. Des demandes de confirmation. Des comptes qu'elle jurait n'avoir jamais ouverts. Elle en avait ri à l'époque. Une arnaque, avait-elle dit. Je les avais jetés. Je lui avais dit qu'elle avait probablement raison. Maintenant que je me trouvais chez mes grands-parents, ce souvenir ne me paraissait plus anodin. Je parcourus la pièce du regard, soudain consciente du caractère intentionnel de chaque détail. La serrure, les étiquettes, l'organisation méticuleuse. Ces documents n'avaient pas été simplement cachés. On les avait manipulés. Qui d'autre est venu ici? Demandai-je à voix basse. Mark cerra las dents. Tes parents sont passés plusieurs fois après les funérailles. Ils ont dit qu'ils s'occupaient de tout pour toi et ta sœur. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je me souvins avec quelle rapidité ma mère avait insisté pour que Lily et moi ne nous inquiétions pas de la succession. Comment mon père nous avait dit que c'était trop compliqué et qu'ils avaient déjà consulté des professionnels. Faites-nous confiance, avait-il dit. On essaie juste de vous aider. Et je l'avais cru. Maintenant,
Tandis que je fixais le nom de ma sœur inscrit encore et encore sur des documents qu'elle n'avait jamais vus, un autre sentiment s'insinuait en moi, lent, pesant, impossible à ignorer. La peur. Car si Lily n'avait pas écrit son nom là, quelqu'un d'autre l'avait fait. Et qui que ce soit, c'était un membre de notre famille. Je ne me souviens pas m'être assise. Mais soudain, je me suis retrouvée au bord du vieux fauteuil de ma grand-mère, le dossier posé sur mes genoux comme s'il pesait une tonne. Mark M. observed attentivement. Il y a autre chose, dit-il. Nous ne savions pas trop quand aborder le sujet. Mon cœur s'est serré. Il y a plus. Il hocha la tête, fouilla dans son sac et en sortit une fine enveloppe. Jaunie sur les bords, le papier doux sous l'effet du temps. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. Celle de ma grand-mère. Ma gorge s'est serrée. Où l'as-tu trouvée? Derrière un panneau mal fixé dans le placard de l'entrée, répondit Mark. Elle était scotchée à l'intérieur, comme si elle ne voulait pas qu'on la découvre par hasard. L'enveloppe était adressée simplement, Émilie. Pas de nom de famille, pas de date. Mes mains tremblaient en la prenant. Ma grand-mère avait toujours pesé ses mots, pesé ses intentions. Si elle avait caché cela, c'est que quelque chose comptait. J'ai hésité. Et si je ne le lis pas encore? Ai-je demandé. Mark ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. J'ouvris la boîte. La lettre à l'intérieur faisait 3 pages, écrite de sa main, soignée et familière. Les lignes s'étaient toutefois un peu relâchées vers la fin. Elle avait dû l'écrire alors que sa santé déclinait déjà. Ma chère Émilie, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de m'expliquer moi-même. Ma vision se bruilla. Elle commença par parler de la maison, de son désir que Lily et moi l'héritions, de sa confiance en notre capacité à en prendre soin. Puis le ton changea. Il se passe des choses que je ne comprends pas encore tout à fait, écrivit-elle. Mais j'en sais assez pour avoir peur. Mes doigts se crispèrent sur la feuille. Elle expliqua avoir remarqué des irrégularités dans des documents qu'elle avait aidé à examiner pour des amis. D'abord de petites différences, des virements qui ne correspondaient pas à ce dont elle se souvenait avoir discuté, des noms qui apparaissaient là où ils n'avaient rien à faire. Ce qui m'effraie le plus, écrivit-elle, c'est que le nom de Lily figure à des endroits où je sais qu'elle ne l'a jamais approuvé. Je pris une profonde inspiration. Elle poursuivit en disant qu'elle avait confronté quelqu'un à ce sujet, une personne en qui elle avait une confiance absolue. La lettre ne mentionnait pas de nom, mais l'implication était lourde de sens. On m'a dit de ne pas m'inquiéter, que j'étais confuse, que ma maladie me faisait voir des schémas là où il n'y en avait pas, et j'ai serré les dents. C'était ma grand-mère, déterminée, perspicace, et pourtant, durant ces derniers mois, on avait remis en question sa lucidité au lieu de l'écouter. Si j'ai raison, écrivait-elle, Lily pourrait être blessée. Pas physiquement, mais d'une manière qui vous poursuit pendant des années. Réputation, dossier, conséquences juridiques. Soudain, la pièce me parut trop petite. Elle s'excusait de ne pas avoir agi plus tôt, d'avoir hésité, d'avoir espéré que la vérité éclaterait sans déchirer la famille. Je voulais protéger tout le monde, écrivait-elle. Mais le silence n'est pas une protection, c'est juste un retard. Arrivé à la fin de la lettre, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les plaquer contre mes jambes. Mark Esseclairset Dousement la gorge. Il y avait autre chose dans cette lettre. Il me tendit un petit morceau de papier plié. À l'intérieur, il y avait des identifiants, un site web, un mot de passe. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. On va vérifier, dit-il. Ça mène à un dossier privé en ligne. On ne l'a pas ouvert. On pensait que la décision vous revenait. Je fixai le papier. Un dossier privé, caché, en sécurité, préparé. Ma grand-mère ne s'était pas contentée de soupçonner quelque chose. Elle s'était préparée. Une vague de colère monta en moi, lente, brûlante, inconnue. Non pas contre elle, contre moi-même. Je repensais à toutes les fois où mes parents nous avaient assuré que tout était en ordre. À toutes les fois où ils avaient dit à Lily de ne pas s'inquiéter pour la paperasse. À toutes les fois où ils avaient insisté sur le fait qu'ils agissaient pour notre bien. Et me levai brusquement. Je dois voir ce qu'il y a dans ce dossier, dis-je. Tout de suite. Mark acquiesca. Il y a Internet ici. Faible, mais ça marche. Tandis que je sortais mon ordinateur portable de mon sac, une pensée résonna dans ma tête, plus forte que les autres. Si ma grand-mère s'était donné tant de mal pour cacher la vérité, alors la personne qu'elle craignait était quelqu'un qu'elle voyait tous les jours, quelqu'un qui souriait lors des repas de famille, quelqu'un qui pensait que personne ne s'y intéresserait de trop près, et j'allais bientôt découvrir à quel point elle se trompait. La connexion Internet était plus longue que d'habitude, les petites icônes de chargement tournaient comme pour se moquer de mon impatience. J'étais assise au vieux bureau de ma grand-mère, celui-là même où elle rangeait ses reçus et écrivait ses cartes d'anniversaire des semaines à l'avance. La connexion a fonctionné du premier coup.
Un écran normal est apparu. Pas de photos, pas d'étiquette rassurante, juste une liste de dossiers dont les dates remontaient à des années. C'était intentionnel, ai-je murmuré. Elle ne voulait pas que celui-ci soit facile à trouver. Marc se tenait quelques pas derrière moi, silencieux. J'ai cliqué sur le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents scannés, des relevés bancaires, des formulaires d'autorisation, des lettres envoyées à des personnes dont je me souvenais à peine. Certains étaient des voisins âgés. D'autres étaient des noms que je ne reconnaissais que grâce à des conversations de Noël ou des réunions à l'église. Ce qui les unissait, c'était le même schéma, de l'argent qui circulait dans des directions suspectes. Des comptes ouverts sans explication claire. Des signatures qui semblaient plausibles, mais pas tout à fait. Et puis, la voilà de nouveau. Lily Carter. Son nom apparaissait non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Tantôt comme contact secondaire, tantôt comme titulaire temporaire. Dans 2 dossiers, elle figurait parmi les personnes ayant approuvé des virements que je savais qu'elle n'avait jamais vus. Non, murmurai-je. Ce n'est pas possible. Je fis défiler les dossiers plus rapidement, la poitrine serrée à chaque clic. Il y avait des emails enregistrés sous forme de capture d'écran, des messages entre ma grand-mère et une autre personne, dont les réponses étaient méticuleuses, impeccables et d'un calme exaspérant. Tu te fais des idées. Tout est parfaitement légal. Lily avait accepté de m'aider. Elle ne se souvient juste pas. Mes pouino se serrerent. Elle s'en souviendrait, dis-je à voix haute. Elle n'oublierait jamais une chose pareille. Marc se pencha vers moi. Il y a autre chose. J'ouvris le dossier suivant et faillis laisser tomber mon ordinateur portable. Des fichiers audio, de courts enregistrements, certains de quelques secondes, d'autres de plusieurs minutes, tous datés. La voix de ma grand-mère emplit la pièce lorsque je cliquais sur le premier enregistrement, plus faible que dans mon souvenir, mais indubitablement la sienne. Je vais reposer la question, dit-elle doucement. Pourquoi le nom de Lily figure-t-il sur ces documents? Un homme répondit. Sa voix était douce. Cela vous dit quelque chose? Trop familier? Vous êtes fatiguée, Margaret, dit-il. Vous mélangez les genres. J'eus la nausée. Cette voix était celle de mon père. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Dans les enregistrements, il n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Il balayait les inquiétudes d'un revers de main, reformulait les questions, laissait transparaître sa confusion sans jamais l'accuser ouvertement d'être malade. Tu m'as fait confiance pour ça, dit-il dans un extrait. Laisse-moi gérer. Un autre enregistrement suivit quelques semaines plus tard. Je ne veux pas que Lily soit mêlée à tout ça, dit ma grand-mère. S'il arrive quoi que ce soit, il n'arrivera rien, l'interrompit mon père. Et s'il arrive quelque chose, j'en prendrai la responsabilité. Le mensonge planait, lourd de conséquences. J'ai éteint brusquement mon ordinateur, le souffle court. Ça remonte à des années, ai-je dit. Pendant que Lily traversait une période difficile, qu'elle divorçait, qu'elle luttait pour survivre. Marc a hoché lentement la tête. Ah, voilà pourquoi sa cote de crédit a commencé à se dégrader à peu près au même moment. Ces mots m'ont bouleversé. Les occasions manquées de Lily, les emplois qu'elle n'a pas obtenus, les prêts qui lui ont été refusés, la honte qui la rongeait, la conviction d'avoir échoué toute seule. Ce n'était pas de la malchance. C'était un coup monté. J'ai pressé mes paumes contre le bureau et j'ai lutté contre l'envie de pleurer. Elle n'en a aucune idée, ai-je dit. Elle pense avoir gâché sa vie. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Marc doucement. La question me paraissait énorme, car il ne s'agissait plus seulement de papier, d'argent ou même des craintes de ma grand-mère. Il s'agissait de ma sœur, du fait que quelqu'un avait utilisé son nom, son identité et son silence comme bouclier. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai longuement fixé le contact de Lily. Si je l'appelais maintenant, tout changerait. Si je ne le faisais pas, je serais complice du même silence que ma grand-mère avait tant regretté. Finalement, j'ai expiré et me suis levé. Je ne l'appelle pas encore, ai-je dit. Pas avant d'avoir tout compris. Pas avant de pouvoir la protéger. Marc m'a observé, puis a hoché la tête. C'est sage. J'ai pris l'enveloppe contenant la lettre de ma grand-mère et l'ai serrée fort contre moi. Elle avait essayé de protéger Lily jusqu'au bout. Je n'allais pas laisser cette protection se transformer en piège. Quoi qu'il arrive, quel qu'en soit le prix, j'en avais assez de faire comme si ce n'était qu'une affaire de famille. Parce que ce que je voyais maintenant n'était pas un malentendu. C'était un complot. Et quelqu'un dans ma famille pensait qu'il ne serait jamais pris. Je n'avais pas l'intention de les affronter ce soir-là. Je me suis dit que j'attendrais, que je rassemblerais tous les documents, que je consulterais un avocat, que je protégerais Lily avant même qu'elle ne réalise qu'elle avait besoin de protection. Mais les plans ont tendance à s'effondrer quand la peur se transforme en colère. Mon téléphone a vibré alors que je rangeais les documents dans mon sac. Maman.
Je fixais son nom sur l'écran, le cœur battant si fort que j'avais l'impression que Marc pouvait l'entendre. J'ai répondu. « Émilie, dit-elle trop vite. Où es-tu ? » « Chez grand-mère, ai-je répondu. Il y eut un silence. Un court silence, mais je l'ai entendu. « Tu ne devrais pas y être seule, dit-elle. Ton père et moi passions demain. Inutile de fouiller dans les vieilles affaires. Tout est réglé. » Ce mot encore. Régla. Je les ai déjà vus, dis-je doucement. Vu quoi? La voix de mon père s'est coupée. Soudain, en mode haut-parleur, j'ai fermé les yeux. Les dossiers, dis-je, les enregistrements. Les lettres de grand-mère. Le silence à l'autre bout du fil fut si long que j'en ai eu la nausée. Tu as mal compris, dit finalement mon père d'un ton calme, posé. Ta grand-mère était perdue à la fin. Tu le sais. Non, ai-je sifflé. Elle avait peur. Et elle avait raison. Un autre silence. Celui-ci plus lourd. Émilie, dit doucement ma mère. Tu es fatiguée. Tu es très émue depuis leur décès. On viendra te chercher. Je ne viens pas, ai-je dit. Pas avant qu'on ait parlé. Tous ensemble. J'ai entendu papa expirer lentement. D'accord, a-t-il dit. Si c'est ce que tu veux. 1 heure plus tard, ils se sont garés dans l'allée. Lily les a suivis. Elle est montée, souriante, l'air perplexe, sa veste encore à moitié remontée. Salut, a-t-elle dit d'un ton léger. Qu'est-ce qui se passe? Maman a dit qu'il y avait eu un malentendu. J'ai senti une angoisse m'envahir. Lily, ai-je dit en me levant. Il faut qu'on parle. Elle a regardé nos parents et moi, son sourire s'effaçant. Pourquoi tu as cette tête-là? Mon père a pris la parole le premier. Émilie a cherché des choses qu'elle ne comprend pas, a-t-il dit. Et maintenant, elle est bouleversée. Je me suis tourné vers lui. Un non. Il a haussé un sourcil. Non à quoi? Ne me coupe pas la parole, ai-je dit d'une voix tremblante mais ferme. Pas ce soir. Lily a froncé les sourcils. Émilie, de quoi parle-t-il? J'ai pris une grande inspiration et j'ai sorti le dossier de mon sac. Lily, dis-je prudemment. As-tu déjà autorisé des documents financiers à ton nom pour les amis de grand-mère? Elle laissa échapper un rire sec. Hein? Non, bien sûr que non. Je lui tendis une page. Son rire s'éteignit. C'est mon nom, dit-elle lentement. Mais ce n'est pas ma signature. Ma mère se leva. Ce n'est pas approprié, dit-elle. Tu la perturbes. Elle mérite de savoir, répondis-je. Lily feuilleta les pages, ses mains se mirent à trembler. Ses comptes, Émilie, ses dates. Murmura-t-elle. C'est à ce moment-là que ma cote de crédit s'est effondrée. Quand la banque a refusé mon prêt. Mon père croisa les bras. On en fait toute une histoire. Je tournai l'ordinateur portable vers eux et appuyai sur lecture. La voix de ma grand-mère emplit la pièce. Je vous le demande encore, pourquoi le nom de Lily figure-t-il sur ces documents? La voix enregistrée de mon père suivit. Tu mélanges tout. Lily le regarda, choquée. Papa. Il ne la regarda pas. Tu as enregistré ça, grand-mère. C'est ce qui s'est passé, demanda ma mère, horrifiée. Oui, répondis-je. Parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Ah, voilà ce qui s'est passé. Le calme de mon père se brisa. Ça suffit, siffla-t-il. Tu n'imagines pas à quel point c'était compliqué. J'essayais de protéger cette famille. En profitante Lily, retorquia. En la laissant sombrer. Lily se leva brusquement, les larmes ruisselant sur ses joues. Tu m'as fait croire que j'étais un échec, dit-elle. Tu m'as vu m'en vouloir, murmura ma mère. On ne pensait pas que ça irait aussi loin. Lily se tourna lentement vers elle. Tu le savais. Ma mère ne put répondre. La vérité s'installa, pesante comme une attente. Mon père finit par regarder Lily. C'est temporaire, dit-il. Je réglerai ça quand. Exigia Lily. Après avoir tout perdu. Rétorqua-t-elle. Il s'approcha et baissa la voix. Si tu portes plainte, la famille sera détruite. Instinctivement, je me suis interposé entre eux. Non, dis-je, c'est le mensonge qui a détruit cette famille. Lily s'essuya le visage, sa voix soudain assurée. Tu ne peux plus me menacer. À cet instant, tout bascula. La peur disparut de ses yeux, et je sus que nous avions franchi une limite infranchissable. Je pris mon téléphone. J'ai déjà consulté un avocat, dis-je. Et demain, nous porterons l'affaire devant les autorités. Mon père me fixa, l'incrédulité se lisant sur son visage. Tu n'oserais pas. Je l'ai déjà fait, répondis-je. Pour la première fois de la soirée, il parut effrayé. Et pour la première fois depuis des années, Lily sembla libre. Le lendemain matin arriva trop vite. Aucun de nous deux ne dormit. Lily était assise à la table de la cuisine, enveloppée dans un
Les vieux gilets de grand-mère, le regard dans le vide. Ses yeux étaient gonflés, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ce regard. Clair, douloureux, mais déterminé. Je l'ai conduite au cabinet de Daniel Moore peu après 9 heures. Daniel était l'avocat de mes grands-parents depuis des années. Prudent, discret. Le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Il ne l'a pas interrompu une seule fois pendant que Lily expliquait tout. Ni lorsqu'elle a parlé des étranges lettres des banques. Ni lorsqu'elle a décrit son effondrement financier. Pas même lorsqu'elle a avoué combien de nuits elle avait pleuré, persuadée d'être le problème. Quand elle eut fini, Daniel croisa les mains sur le bureau. « Lily, dit-il gentiment, vous n'avez rien fait de mal. » Elle inspira profondément, la voix tremblante. « Que vous est-il arrivé ?» poursuivit-il. « Cela correspond à un schéma d'usurpation d'identité et de manipulation financière. Le fait que cela vienne de votre famille ne change rien à la loi. » Mon père se remua sur sa chaise, de l'autre côté de la pièce. Il n'avait pas dit un mot depuis notre arrivée. « Ça n'a pas besoin d'aller plus loin, » dit-il. « Enfin, on peut régler ça en privé. » Daniel se tourna vers lui, le visage impassible. Cette possibilité s'évanouit dès l'instant où les faux documents et les preuves enregistrées entrèrent en scène. Ma mère pâlit. Daniel expliqua lentement la procédure. Que pouvait-il arriver? De quelle protection Lily disposait-elle? Quelles mesures pouvions-nous prendre pour éviter d'autres dégâts? Gel des crédits, garanties, plaintes officielles. Il s'agit d'arrêter les dégâts, dit-il. Pas de punir pour le plaisir de punir. Lily hocha la tête et me prit la main sous la table. Plus tard dans l'après-midi, nous étions assis dans une petite pièce calme du commissariat. L'agent chargé de l'affaire, James Walker, lui parla calmement, sans la brusquer. « Vous n'êtes pas en difficulté, » dit-il à Lily. « C'est vous qui avez été lésée. » Ces mots ont réveillé quelque chose en elle. Elle a alors pleuré, pas fort, pas de façon théâtrale, mais avec le soulagement d'être enfin crue. J'ai regardé mes parents de l'autre côté de la pièce. Mon père évitait notre regard. Ma mère murmurait sans cesse qu'elle n'aurait jamais imaginé que cela se terminerait ainsi. Mais pour eux, l'important n'était pas la fin. C'était le début pour Lily. Le soir venu, les papiers étaient remplis. Les comptes étaient signalés. Des enquêtes étaient officiellement ouvertes. En quittant le commissariat, Lily s'est arrêtée sur les marches. J'avais tellement peur de ce qui arriverait si je disais la vérité, a-t-elle dit doucement. Je lui ai serré la main. Grand-mère aussi, ai-je répondu. C'est pour ça qu'elle a fait en sorte qu'on puisse aller jusqu'au bout. Pour la première fois depuis le début de tout ça. Lily a redressé les épaules. Je ne me sens plus faible, a-t-elle dit. Moi non plus. Parce qu'une fois la vérité révélée et protégée par la loi, elle a cessé d'être une arme et est devenue une voie à suivre. Les semaines qui ont suivi ont été plus difficiles que la confrontation elle-même. Quand le bruit cessa, plus de cris, plus d'accusations, plus d'appels urgents, il ne resta que le silence, un silence implacable. Lily resta avec moi plus longtemps que nous ne l'avions imaginé. Au début, c'était par commodité. Elle ne se sentait pas en sécurité seule. Moi non plus, à vrai dire. Mais bientôt, c'est devenu autre chose. Une sorte d'accord tacite. Nous ne voulions pas affronter les conséquences séparément. Certaines nuits, elle dormait à peine. Je me réveillais au bruit de ses allers-retours dans le salon, ses bras se serrant et se desserrant comme si elle essayait de contenir quelque chose s'est brisé de l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, m'a-t-elle confié un soir, assise par terre, le dos appuyé contre le canapé. Un signe qui aurait dû me dire que ce n'était pas de ma faute. Je me suis assis à côté d'elle. Tu as fait confiance à ceux qui t'ont élevé, ai-je dit. Ce n'est pas un défaut. Elle a lentement hoché la tête, mais la culpabilité ne disparaît jamais si facilement. Pendant la journée, la vie se résumait à des formulaires, des appels téléphoniques et de l'attente des réponses des agences de crédit, l'attente des confirmations, l'attente de savoir si les dégâts pouvaient être réparés. Daniel prenait régulièrement des nouvelles, expliquant chaque étape avec patience, répétant sans cesse à Lily que la loi était de son côté, que ce qu'elle avait vécu avait un nom, que ce n'était pas un échec personnel. Pourtant, chaque petite avancée lui semblait immense. La première fois qu'un compte frauduleux a été officiellement supprimé de son dossier, Lily a longuement fixé l'email avant de me tendre son téléphone. « Alors, c'est vrai ?» a-t-elle demandé. « Il me croit. »« Oui » ai-je répondu doucement. « Il te croit. » Elle a porté la main à sa bouche et a pleuré, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. Nos parents ont très mal vécu la distance. Au début, leur message était plein de colère, puis de supplication, puis de justification. Nous essayons de te protéger. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était compliqué. Les familles ne font pas ça. Lily a écouté chaque message vocal une seule fois. Ensuite, elle les a supprimés sans jamais les rouvrir.
J'ai passé des années à me justifier auprès de gens qui refusaient d'écouter. Elle a simplement dit « ça suffit ». Nous avons posé des limites qui semblaient dures, mais nécessaires. Plus de visites à l'improviste. Plus de négociations émotionnelles. Plus question de remettre en doute ce qui avait déjà été prouvé. Il ne s'agissait pas de punir. Il s'agissait de survivre. La maison est devenue notre dernier souci. Le tri était étrange, moins douloureux, plus réfléchi. Nous avons avancé pièce par pièce, décidant de ce qui comptait vraiment. Certaines choses nous ont surprises. Nous avons gardé les recettes manuscrites de ma grand-mère, même si aucun de nous ne cuisinait comme elle. Nous avons gardé la tasse ébréchée que mon grand-père utilisait toujours. Il jurait que le café y était meilleur que partout ailleurs. Et Lily a gardé son vieux cafetan, même en été. Lâcher le reste ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait à respirer. Lorsque la vente a enfin été conclue, Lily est restée longtemps immobile dans l'embrasure de la porte vide. Je croyais que cet endroit était la seule preuve que nous avions été aimés, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas la maison, ai-je répondu. C'était ce que grand-mère essayait de construire pour nous. Quelque chose s'est alors apaisé en elle. Elle avançait prudemment, sans précipitation, mais avec assurance. Un nouveau travail, rien de spectaculaire, rien de parfait, mais honnête. Et cela suffisait. Un soir, assise près de la fenêtre, elle m'a regardée et a dit « Je ne me sens plus brisée ». Elle ne l'avait jamais été. La guérison n'est pas arrivée d'un seul coup. Elle est venue dans les silences respectés, dans les limites maintenues, dans les vérités dites sans peur. Elle ressemblait moins à quelque chose qui nous était offert qu'à quelque chose dans lequel nous avions appris à entrer. On aime dire que le temps guérit tout. Je ne crois pas que ce soit vrai. Le temps ne guérit pas les mensonges. Ce qui guérit, c'est ce que l'on fait avec le temps, réparer ce qui a été abîmé, refuser ce qui fait encore mal, reconstruire ce qui mérite de l'être. Pour Lily et moi, cela a signifié choisir l'honnêteté plutôt que le confort. L'enquête s'est poursuivie discrètement en arrière-plan. La loi a fait ce qu'elle était censée faire. Elle a protégé la personne lésée, séparé la responsabilité du blâme et empêché que la vérité soit enterrée une fois de plus. Mais ce qui comptait le plus s'est passé en dehors des tribunaux. Lily a reconstruit sa vie avec un courage que j'admire profondément. Elle a cessé de s'excuser d'exister. Elle a cessé de se justifier auprès de ceux qui avaient déjà décidé de ne pas écouter. Moi aussi, j'ai changé. J'ai compris que la loyauté ne signifie pas le silence, que l'amour ne se prouve pas par l'endurance de la souffrance, et que protéger quelqu'un, même quand c'est difficile, est un acte de courage, pas de trahison. Nous allons toujours ensemble sur les tombes de nos grands-parents. Nous apportons des fleurs. Nous leur parlons comme s'ils nous entendaient. Et d'une certaine manière, je crois que c'est le cas. Ma grand-mère écrivait un jour que le silence n'est pas une protection. Ce n'est qu'un retard. Elle avait raison. La famille ne se définit pas uniquement par le sang. Elle se définit par ceux qui disent la vérité quand elle dérange. Par ceux qui se placent entre toi et le danger. Par ceux qui choisissent ta sécurité plutôt que leur propre orgueil. Lily et moi n'avons pas perdu notre famille cette année-là. Nous avons enfin compris à quoi ressemble une vraie famille. Et pour la première fois, cette compréhension ressemble à la paix.